Bonjour à tous, nous sommes le 1er août, c'est la période des vacances. Malgré tout, on essaye de rester connecté sur Fréquence Populaire. La semaine dernière, vous aviez l'interview de Jacques Sapir. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Hervé Carès, qui va nous faire, avec son talent habituel, l'analyse de la situation générale géopolitique, ce qui se passe en Ukraine, et peut-être on aura le temps de parler de ce qui se passe en Israël, entre Israël et la Palestine. Bonjour Hervé, merci de revenir sur Fréquence Populaire en cette période estivale. Bonjour Georges, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors commençons directement dans le vif du sujet, celui de la guerre qui dure maintenant depuis plus de 3 ans et demi en Ukraine. Sur le front, les choses semblent de plus en plus mal tourner pour les Ukrainiens. Chaque soir, apparemment, les missiles pleuvent, les drones, les différents systèmes d'armes et les bombes planantes sur l'Ukraine. Ce que disaient certains, à savoir que la Russie allait manquer de munitions, semble ne pas se réaliser du tout, c'est même tout à fait l'inverse. Et au sol, les troupes russes avancent, en particulier en direction de Soumy, mais il semble que ça bouge aussi du côté de Zaporizhzhia, et puis surtout Pokrovsk qui est sur le point de tomber. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Hervé, toi qui analyses ça de près? Alors, quand on regarde la guerre en Ukraine, il y a deux fronts maintenant. Il y a le front, bien sûr, terrestre que l'on trouve. Alors, il y avait un troisième front, c'était le front maritime, mais il est plutôt en sommeil, hein, notamment les attaques ukrainiennes sur la péninsule de Crimée et puis les velléités de gêner la flotte russe. Alors, pourquoi ce front maritime est en sommeil? Je pense que les Ukrainiens manquent tout simplement de vecteurs pour continuer les frappes de harcèlement sur la Crimée, hein, ce qui n'empêche pas les Russes d'utiliser toujours leurs navires pour lancer des missiles de croisière sur l'Ukraine. Donc ce front-là est pour l'instant en sommeil, il est lié tout simplement à l'épuisement des moyens occidentaux qui permettaient aux Ukrainiens de frapper et de mettre en difficulté les Russes, hein. C'est le front sur lequel les Russes ont été le plus en difficulté depuis le début de cette guerre. Alors je vais en revenir sur les deux autres fronts. Il y a le front terrestre, bien sûr, qui court de l'embouchure du Dniepr jusqu'à la frontière russe dans la région de Soumy, qui correspond à l'oblast de Belgorod en Russie. Alors ce front-là, si on le prend du nord au sud, il n'y a pas vraiment d'avancée opérative, hein. C'est surtout des avancées tactiques de la part des Russes, hein, qui sont en train de conquérir dans la région de Pokrovsk cette ville, hein, puisque aux dernières nouvelles, les forces ukrainiennes se seraient retranchées dans l'ouest et le nord de la ville, puisque les Russes auraient pénétré avec des éléments de reconnaissance sur les faubourgs sud de la ville. Ensuite, il y a également la ville de Chassivyar qui a été maintenant conquise par les Russes. Hein, donc, que peut-on attendre de ces deux grandes batailles qui sont en train de se dérouler et dont une est terminée? Je parle de celle de Chassivyar. C'est qu'on pourrait très probablement assister à un grand élan opératif comme celui qui a eu lieu à l'issue de la bataille d'Avdiivka. Hein. Et il faut se rappeler qu'à l'issue de la bataille d'Avdiivka, en l'espace de 2 à 3 mois, les Russes ont avancé quasiment de 30 kilomètres vers l'ouest, et on pourrait tout à fait assister à cette avancée-là sur le plan opératif. Oui, parce que là, oui. Pokrovsk, c'est la dernière grande ville forteresse ultra défendue. Derrière, il n'y a plus rien, en gros. Oui, en fait, c'est des villes qui sont fortifiées, mais qui ont hérité également des infrastructures de défense civile qui dataient de l'ère soviétique, en fait, et toutes ces infrastructures civiles et industrielles qui étaient aménagées dans un but également de résilience et de défense civile, hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la bataille de Mariupol dans le complexe sidérurgique. Donc voilà globalement où l'on en est. Ensuite, dans la zone de Liman, Krasny Liman et puis Seversk, il y a des avancées russes, mais de faible portée, et sachant que la zone de Seversk, c'est vraiment un des bastions les plus solides de l'armée ukrainienne, hein, qui résiste de manière soutenue depuis le début de cette guerre. Le début de la guerre, de la phase offensive qui a été débutée par les Russes en février 2022. Ensuite, il y a un front
qui, à mon avis, au plan stratégique, est vraiment intéressant, puisque je pense qu'il faut avoir 3 niveaux de lecture, le niveau tactique, le niveau opératif et le niveau stratégique. C'est le front de Zaporijjia. Ce front de Zaporijjia, par moment, il y a des éveils des combats sur ce front-là. Et ces dernières semaines, on a pu constater qu'il y avait eu des avancées russes, au plan tactique, notamment à la prise d'un ou deux villages de mémoire. Mais surtout, il y a une campagne de frappe sur les arrières ukrainiennes qui a lieu en ce moment, une campagne de frappe qui a pour but de détruire les dépôts logistiques, les postes de commandement, les relais de transmission, les infrastructures de guerre électronique. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait à terme une poussée de niveau stratégique dans cette zone-là. Alors, là, avec Sylvain Ferreira, on n'est pas forcément d'accord sur cette analyse-là, puisqu'il lui voit vraiment actuellement un effort russe sur le Donbass. Donc ça, c'est avéré. Mais je pense qu'il faut avoir une vision un petit peu de long terme sur ce conflit, car in fine, les Russes revendiquent les 4 oblasts et en particulier l'oblast de Kherson, et il est inévitable que les Russes soit conduisent une surprise stratégique sur la zone de Zaporijjia, soit conduisent une ultime poussée sur cette zone-là de manière à reconquérir l'intégralité de l'oblast de Kherson. Alors, Sylvain Ferreira, à juste titre, oppose à cette option-là que la ligne de défense ukrainienne est comparable à la ligne de défense russe lors de l'offensive ukrainienne de l'été 2023. Seulement, il y a une différence majeure entre les deux armées, c'est que l'armée russe a la suprématie des airs que n'avait pas l'armée ukrainienne lorsqu'ils ont attaqué les défenses russes à l'été 2023 sur la zone de Zaporijjia. Or, cette différence de maîtrise de l'espace aérien avec cette capacité à frapper, notamment avec les bombes planantes guidées, et puis également toute la panoplie de missiles que les Russes ont, et notamment les dernières versions des missiles Shahed, qui pourraient très bien avoir une utilisation tactique, notamment avec les têtes thermobariques. Il est probable que si les Russes y mettent les moyens, les fortifications en race campagne ukrainiennes ne tiennent pas. Et le troisième front qui est important, c'est le front stratégique en termes de frappe aérienne russe sur le territoire ukrainien, qui vise avant tout les infrastructures vitales liées à l'énergie, les infrastructures liées au complexe militaro-industriel. Et le niveau de frappe va crescendo, en fait, avec des vagues importantes de drones de type Shahed et bien sûr une panoplie de missiles, soit balistiques, soit de croisière, soit hypersoniques. Alors, c'est à se demander si, d'une certaine manière, les Russes ne veulent pas pousser à la capitulation l'État ukrainien avec une combinaison des effets militaires sur le front terrestre et bien sûr des effets globaux au plan stratégique avec les frappes stratégiques sur le territoire ukrainien. J'allais te demander si ça ne ressemble pas un peu à ce qu'a fait l'OTAN en 1999 contre la Yougoslavie-Serbie, avec un bombardement sur, y compris des infrastructures industrielles, civiles, telles que, en fait, ça n'est plus tenable et l'armée tenant, c'est l'arrière qui craque et le gouvernement qui capitule. Écoute, en février 2022, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce conflit suite à une mission que j'avais conduite pour un pays d'Amérique du Sud pour l'appuyer dans l'exfiltration de ces étudiants qui étaient coincés en Ukraine. Eh bien, j'avais remarqué tout de suite que le corps expéditionnaire russe était peu nombreux, donc 150 000 hommes au maximum. Donc je savais que c'était une faiblesse intrinsèque à cette opération russe, ça s'est révélé d'ailleurs dans les 6 mois qui ont suivi, dans la mesure où si la guerre durait au-delà des premiers ou deuxièmes mois, eh bien les Russes seraient mis en difficulté. Et de ce fait-là, j'avais
eu comme hypothèse, c'est un moment où j'avais un petit peu répondu à mon camarade Michel Goya, mon camarade de promotion sous-officier et officier. Je lui avais dit qu'il était probable que les Russes basculent sur une phase de bombardement stratégique et également vers une mobilisation partielle pour remonter les effectifs. Alors ces deux hypothèses-là se sont vérifiées les Russes se sont engagés dans une guerre de longue haleine et surtout à partir du retrait de Kherson, du franchissement rétrograde du Dniepr, eh bien ils ont vraiment construit une stratégie d'attrition dans la durée qui vise à affaiblir l'Ukraine et notamment affaiblir les ressources humaines mobilisées et mobilisables de l'Ukraine ces ressources humaines sont vraiment le centre de gravité majeur de cette guerre pour l'Ukraine. Oui, on peut dire que tu ne t'étais pas trompé pour le moins, ni depuis. Les analyses que tu fais sont justement assez précises. Est-ce que tu dirais, comme John Mearsheimer, que j'ai écouté hier, il a dit, ce qu'il dit en substance depuis quelque temps maintenant, mais il l'a dit très franchement en disant, tout le monde sait parfaitement en Occident que la Russie a gagné la guerre. C'est fini, il n'y aura pas de victoire ukrainienne, ni de victoire de l'OTAN. Il parle de ugly victory au sens grosse victoire et donc pas très bonne pour l'OTAN et l'Occident. Est-ce que tu le vois de cette manière ? Et lui, il considère que eh bien, ça ne sera pas accepté et que des problèmes surviendront nécessairement ailleurs, que ce soit sur la Baltique, l'Arctique, Kaliningrad, d'autres fronts potentiels, que en fait on rentre dans une guerre froide chaude de très très longue durée. Alors tout d'abord, la guerre n'est pas terminée. La guerre n'est pas terminée et quoi que l'on en dise, malgré les grandes difficultés de l'armée ukrainienne et de la société et de l'État ukrainien, et même s'il y a des fissures au plan politique, au plan sociétal et puis même au plan militaire, l'Ukraine tient. Hein, l'Ukraine tient, malgré également l'affaiblissement du soutien occidental, puisqu'il y a beaucoup de déclarations, mais dans les faits, maintenant, au plan matériel, le soutien occidental devient de plus en plus difficile, tout simplement parce qu'il n'y a plus de stock et que l'outil industriel occidental n'était pas préparé à cette guerre de haute intensité et de longue durée. Ça, c'est le premier point. Beaucoup de casse apparemment à l'ouest, là où arrive le matériel au moment où il arrive, ce qui a l'air assez nouveau comme option de bombardement des Russes. Oui, alors bien sûr, il y a bien sûr ces nouvelles options de bombardement, mais n'oublions pas quand même que de manière très étrange, il y a aussi eu quelques incendies suspects dans des usines de munitions en Bulgarie ou même des usines du complexe militaro-industriel allemand. Hein, donc je crois assez peu, moi, à des accidents quand même dans ce domaine-là. Et c'est là où, d'une certaine manière, le chef d'état-major des armées français, lorsqu'il citait ces exemples-là, il était très certainement pas loin de la vérité. Alors, j'en reviens à cette guerre. On est d'accord. Comment ? Ben oui, on est d'accord. C'est peu probable que ce soit arrivé par l'Immaculée Conception. Exactement. Les Russes, on peut pas leur prêter tous les maux de la terre, mais ils sont pas inoffensifs, étant donné qu'on est en confrontation avec eux. Donc, j'en reviens à cette notion. La guerre n'est pas terminée. Alors, il y a un avantage qui est clair sur le terrain pour les Russes, et même au plan stratégique. Je parle sur le plan de la maîtrise de l'espace aérien ukrainien. Mais est-ce que les Russes, pour l'instant, ont atteint leurs objectifs ? Il y a 3 objectifs majeurs. C'est 1, l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. 2, l'Ukraine est neutralisée. Et puis 3, les oblasts revendiqués sont conquis et intègrent l'espace de la Fédération de Russie. Pour l'instant, on n'en est pas là. Or, pour qu'il y ait une victoire, totale ou partielle, ou peut-être même au-delà des revendications, on ne sait jamais ce qui peut arriver, étant donné que l'État ukrainien est un peu dans une configuration qui est comparable à celle de l'État allemand en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec une fragilisation interne,
avec des tensions politiques, des tensions sociétales et une fatigue également de la population ukrainienne. Et une démoralisation de ce fait-là d'une partie des troupes qui se trouvent sur le front. Alors ça ressort tout simplement des interviews de nombreux militaires et notamment de commandants qui sont actuellement sur le front, je parle de commandants ukrainiens. Donc on est dans cette configuration-là. En tous les cas, la guerre continue ses méfaits d'une certaine manière et les Russes n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors il y a un dernier objectif qui était la dénazification de l'État ukrainien. Bon, on comprend très bien la notion qu'il y a derrière pour les Russes, c'est un petit peu tous ces groupes paramilitaires qui existent actuellement en Ukraine. Mais justement, ces groupes paramilitaires, si jamais la guerre se termine sous des auspices peu favorables pour l'Ukraine, pourraient être des éléments de tension comparables à ceux des corps francs, justement, en Allemagne en 1918. Donc on est vraiment sur un État ukrainien qui est fragilisé, qui pourrait constituer une menace, un risque, un État déstabilisé aux portes de l'Europe dans une phase post-guerre. Et c'est en cela où, à mon sens, le risque premier pour l'espace européen, je parle de l'espace de l'Union européenne post-guerre, ce n'est pas des velléités russes de conquérir les États baltes, par exemple, même s'il y aura probablement des tensions à cause de l'attitude des États baltes vis-à-vis des minorités russes, mais également des tensions autour de la mer Baltique, puisque tu en parlais, et notamment de l'esclave de Kaliningrad, qui est vraiment un élément majeur du dispositif russe au plan stratégique. Donc, j'en reviens à cet État ukrainien qui sera un élément de fragilité et de risque pour cette Union européenne et qui pourrait en cela faire mentir l'ex-chef d'état-major des armées françaises qui voyait la Russie comme première menace géopolitique pour l'Union européenne à l'issue de cette guerre. Mais non, la première menace, ça serait celle d'un État complètement déstabilisé et complètement balkanisé et quasiment non pilotable, en fait, non pilotable aussi bien en interne qu'en externe, aux portes de l'Union européenne. Alors, pour en revenir à cette idée de montée des tensions en mer Baltique, bon, c'est un fait. La mer Baltique, c'est une espèce de lac avec quelques détroits qui sont d'ailleurs maîtrisés par l'OTAN et notamment par le Danemark et la Suède, qui jusqu'à l'accession à l'OTAN de la Suède et de la Finlande était en fait une mer un petit peu neutre, à moitié OTAN, à moitié neutre, et avec cette esclave de Kaliningrad qui est une esclave importante pour les Russes, puisqu'on y retrouve des forces russes importantes, et notamment des forces nucléarisées. Et avec une difficulté, c'est un couloir qui permet aux Russes d'alimenter au plan logistique cette esclave, et ce couloir est situé entre la Pologne et puis la Biélorussie, et globalement il fait de mémoire une centaine de kilomètres de large. Donc c'est une vraie fragilité pour les Russes, c'est une fragilité majeure sur le théâtre européen, et c'est une fragilité sur laquelle l'OTAN, les États-Unis pourraient faire pression dans une dynamique post-guerre, de manière à maintenir un état de tension entre la Russie et puis les pays de l'OTAN. Et oui, la semaine dernière, on a eu le général célèbre, pour ceux qui suivent les affaires militaires, Chris Donahoe, qui a dit que Kaliningrad pourrait être prise rapidement par les forces de l'OTAN qui l'enserrent. Alors, ce Chris Donahoe, pour ceux qui le connaissent, pas le plus grand général de l'armée américaine, il est très très étoilé, mais on lui doit surtout un retrait d'Afghanistan assez catastrophique et très très mal maîtrisé. Mais est-ce que tu penses que c'est sérieux, ou on est encore dans le théâtre politique avec ces déclarations, puisque Kaliningrad, même si effectivement c'est une enclave très très enserrée au sein de l'OTAN, il me semble qu'il y a un certain nombre d'armes nucléaires
positionné là-bas. Alors, est-ce que c'est selon toi du théâtre politique ou il y a une planification pour saisir Kaliningrad? Non, on ne connaît pas les plans de l'OTAN, hein. Donc, qu'il y ait des plans pour défendre les pays baltes, ça c'est très probable, c'est même incontournable. Qu'il y ait des plans pour prendre Kaliningrad, j'ai quand même quelques doutes, mais pourquoi pas? Parce que cette option-là, c'est la guerre. Et quand je parle de la guerre, c'est la guerre nucléaire. Donc D'accord. c'est assez improbable. C'est assez improbable. Par contre, qu'il y ait un foyer de tension, alors la mer Baltique, c'est vraiment un sujet à part entière. Je pense que d'ailleurs, ça sera post-guerre l'endroit le plus dangereux au plan des tensions entre la Russie et puis les pays de l'OTAN. Oui, parce qu'effectivement, récemment, est passé le 18e paquet de sanctions contre la Russie de la part de l'Union européenne. Alors, comme tous les autres paquets de sanctions, celui-ci est terrible et redoutable et extraordinaire et va affaiblir la Russie. Bon, tout ça, en reprenant mot pour mot ce qui est écrit depuis le deuxième paquet de sanctions, quasiment. Par contre, il y a un aspect qui a été un peu raté par les analystes, et je me demande même si nos dirigeants s'en sont bien rendus compte, c'est il y a quasiment une autorisation à la piraterie. Je m'explique, c'est que quand les eaux territoriales internationales se chevauchent, comme c'est le cas de la Baltique, surtout qu'elles se sont étendues, il y a une règle, loi maritime mondiale, qui fait que, eh bien, le long de ces deux eaux territoriales, il y a un corridor de 15 miles nautiques, pas très très gros, mais qui est considéré comme zone internationale où les bateaux passent. Or, le 18e paquet de sanctions autoriserait à eux-mêmes, les États européens par exemple, eh bien, à arraisonner des bateaux qui seraient supposés aller en Russie ou sortir de Russie, quand bien même ils auraient des pavillons non russes. Ouais, Alors les Russes ouais, parlent de piraterie, puis on a déjà eu le mm. cas avec les Estoniens qui ont essayé de faire ça. Les Russes ont envoyé immédiatement un avion qui a menacé un navire de guerre estonien, il me semble. Là, on est plus qu'au touche-touche Ouais. militairement. Oui, il va y avoir des gesticulations et peut-être quelques écarts. Hein. De facto, sur le plan du droit maritime, ce que tu viens de dire est très juste. Hein, c'est qu'on est sur un acte de piraterie et les Russes vont simplement accompagner les bateaux qui pour eux ont une importance, voire les escorter. Donc là, c'est la confrontation directe. Est-ce que les pays de l'OTAN ont intérêt à cela? J'ai quand même quelques doutes parce qu'il faut avoir une vision un petit peu globale de cet affrontement au-delà du théâtre européen et notamment sur d'autres théâtres où des navires des pays occidentaux pourraient être également mis en danger. Alors, on l'a déjà vu avec les Houthis en mer Rouge, mais ça pourrait avoir lieu ailleurs. Serait-ce le retour des pirates et des corsaires internationaux? Ça serait une conséquence assez amusante. La semaine dernière, je vous disais, on recevait Jacques Sapir, et qui lui nous a parlé de la guerre d'attrition que tu as beaucoup évoquée dans nombre de tes analyses sur l'Ukraine, et que ce serait elle qui serait en train de porter ses fruits, et que les Russes de facto en fait continuent cette guerre d'attrition pour épuiser les Ukrainiens, l'armée ukrainienne. Tu l'as dit, on entend beaucoup quand on suit les canaux de soldats ukrainiens ou de soutien aux Ukrainiens, c'est tendu. On perçoit la dépression qu'on avait moins avant quand même, et un ras-le-bol vis-à-vis de leur pouvoir politique. On a vu à Kiev des manifestations importantes de femmes de soldats, de mères de soldats, d'enfants, rejoints après justement par ceux que tu évoquais, les unités les plus durs, que certains qualifient de néo-nazis, des unités Azov, des gens masqués, qui ont fait reculer Zelensky. Il a quand même reculé 2 jours après dans sa volonté de réduire les capacités des agences anticorruption ukrainiennes. Et puis on parle beaucoup de Zelensky. Est-ce que, pardon, pas de Zelensky, mais du général Zaloujny, qui est en poste à Londres. Est-ce qu'on n'a pas là une situation
que tu évoquais tout à l'heure de décrochage de l'Ukraine et par un régime change à Kiev? Alors, moi, je vais pas m'intéresser directement à la situation politique interne à l'Ukraine, puisque il faut comprendre l'organisation législative du pays, les lois qui ont été votées, les forces en présence. J'ai qu'un regard extérieur. Par contre, il est clair que d'avoir trop personnalisé le soutien à l'Ukraine au travers de la personnalité du président Zelensky, ce soutien occidental, et notamment les relations de camaraderie prononcées entre le président français et le président Zelensky, font que la chute ou le départ du président ukrainien va fragiliser la position des Occidentaux. Puisque si jamais il part, c'est pas le cas pour l'instant, si jamais il part ou s'il est destitué, le successeur, quelle que soit sa posture vis-à-vis de la fin de guerre, fragilisera la position des Occidentaux et surtout celle des Européens qui se sont trop engagés vis-à-vis du président Zelensky avec ses tournées triomphales dans les parlements européens. Ils ont personnalisé une relation qui se voulait stratégique et ils ont créé une espèce de relation pseudo-personnelle et pseudo-affective avec un homme qui, de toute façon, ne fait que passer, en fait. Il sera forcément remplacé, d'autant que il y a beaucoup d'éléments liés aux personnes qui l'entourent, hein, au clan qui constitue son entourage, qui pourrait ressortir à ce moment-là et complètement décrédibiliser ce soutien excessif et inapproprié des Européens vis-à-vis du président Zelensky. On parle de jalousie, mais il peut y avoir également d'autres têtes politiques qui pourraient également émerger, hein, pour remplacer le président Zelensky. On parle également du maire de Kiev, hein, qui a un profil également très très particulier. Mais voilà, donc il va y avoir bien sûr un jeu politique en interne en Ukraine lié à cette fin de guerre. Et il y aura également un enjeu lié à la gestion des minorités ukrainiennes, puisque ça a été également une des raisons d'éclosion de ce conflit, hein, ces lois contre les minorités et contre les langues, on va dire, régionales, hein, et parce qu'il y a des minorités roumaines, hongroises et polonaises qui se trouvent sur le territoire ukrainien, et un affaiblissement et une balkanisation du pouvoir et de l'État ukrainien pourrait conduire peut-être certains pays actuellement de l'Union européenne à avoir des velléités de récupération de leurs minorités. Maire de Kiev qui s'appelle Vitaly Klitschko, qui effectivement est un opposant en réalité à Zelensky, et pour lequel on avait compati, car elle s'était retrouvée à Paris un an après le début de la guerre, et Madame Hidalgo lui avait conseillé d'installer des vélos électriques louables à Kiev, c'était une proposition assez baroque dans un pays qui est en guerre. Mais bon. Alors c'est un homme qui est particulier, hein, par son parcours, ancien champion de boxe, plus que soupçonné d'être très très lié au milieu mafieux du grand banditisme ukrainien. Mais la politique ukrainienne, alors moi j'ai pas de connaissance particulière de l'Ukraine, mais vu de l'extérieur, il y a quand même des choses qui sont quand même très très surprenantes. Il faut pas oublier qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est décédé dans un accident d'hélicoptère qu'on pourrait considérer comme suspect, qu'un des collaborateurs très proches du général Jalouzny a ouvert un cadeau avec une grenade à l'intérieur, que le colonel Bouldanov a eu sa femme empoisonnée alors que c'est une de ses très proches collaboratrices. Alors également, c'est quand même assez intéressant, hein. Sa femme a été empoisonnée. Alors chaque fois, on a accusé plus ou moins les Russes, mais ce sont surtout des tensions internes et des luttes de pouvoir internes qui ont amené à ces actions violentes. Oui, avant le début du conflit, l'Ukraine avait le record malheureux du nombre d'assassinats politiques, de tabassage, de menaces, qui la rendait assez impropre à une candidature à l'Union européenne. Alors, cette guerre en Ukraine a des conséquences aux États-Unis, où on a Donald Trump qui, en fait,
j'aimerais avoir ton avis sur ce qui peut arriver du côté des États-Unis, car ça semble être assez chaotique parce qu'il y a des forces différentes qui s'affrontent à Washington. On se rappelle, Trump voulait arrêter le conflit en 24 heures, puis en 100 jours, puis bon, comme il se vexe assez facilement, les choses se passent pas comme il veut. Là, il semblait avoir laissé le champ libre à Vladimir Poutine en donnant 50 jours pour se réintéresser à l'Ukraine. Et puis là, il revient en disant non, ça sera 10 jours et on va envoyer des armes. Quelles armes? Apparemment, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y ait plus grand-chose à envoyer, en tout cas de manière efficace. Et puis même, là, je crois qu'on a appris cette semaine que les chars Abrams, comme ce sont des moteurs de type, je ne sais pas pourquoi, mais plus en rapport avec les avions qu'avec les chars, ils ne sont pas réparables en Pologne, et donc ceux qui sont cassés doivent être envoyés aux États-Unis. Donc bon, c'est une chaîne logistique complètement délirante pour la réparation. Comment tu vois le rôle des États-Unis? Est-ce que c'est de la panique, ou est-ce qu'il y a une stratégie, et est-ce qu'elle est une stratégie de confrontation ou de résolution avec la Russie? Bon, cette nouvelle administration américaine, depuis le début, elle veut solder ce conflit le plus rapidement possible pour se projeter d'une autre manière dans l'espace international. C'est pour cela qu'ils avaient renoué avec les Russes sur des échanges qui étaient globaux, en fait, qui s'intéressaient à des problématiques internationales au-delà de l'Ukraine, même si l'Ukraine constituait un élément de ces discussions. Alors je dirais pas un élément important, mais c'était un élément de ces discussions. Le président Trump, comme à son habitude, s'est beaucoup avancé. Et on est passé d'une volonté on va dire d'apaisement des relations entre les États-Unis et la Russie, en épousant d'une certaine manière les préoccupations du Kremlin. Il pensait beaucoup, d'ailleurs, dans cette approche, il pensait que le Kremlin en face serait plus conciliant et irait vers une solution telle que proposée par le général Kellogg, c'est-à-dire en fait une zone de séparation sur le front avec des forces d'interposition et puis une zone démilitarisée, à l'image de ce qui s'est passé en Corée. Mais le problème, c'est que après 3 ans de guerre, environ 160 000 morts côté russe, entre 160 000 et 200 000, selon les différentes estimations. Au plan interne et au plan politique, les Russes, maintenant, pour eux, ça ne serait pas satisfaisant. Ça ne serait pas satisfaisant après tant d'efforts et quand même, quoi qu'on en dise, également des destructions quand même sur le territoire russe, voire une incursion ukrainienne qui a duré quasiment 6 mois dans la région de Koursk. Donc les Russes, eux, ils sont fermes sur leurs objectifs. Ils veulent bien aller vers une paix rapide et un arrêt des combats, mais à leurs conditions. Et les conditions, ce sont toujours les mêmes. Et cela pousserait, bien sûr, au plan territorial, à demander aux forces ukrainiennes de reculer jusqu'aux limites des oblasts qui ont été, les limites administratives des oblasts qui ont été annexées et qui sont revendiquées par la Russie. Donc ça, c'est inacceptable pour les Ukrainiens en l'état, puisqu'ils arrivent quand même à résister. Et pour les Russes, le plan Kellogg est inacceptable, au regard des sacrifices et puis de toutes les conséquences des sanctions qui ont touché la Russie, même si elles n'ont pas généré les catastrophes qui avaient été annoncées en Occident sur l'économie russe. Ça les a quand même gênés, ils ont été obligés de réorienter beaucoup de secteurs de leur économie, et parfois même d'ailleurs de manière profitable lorsqu'on observe ce qui se passe en Russie, où il y a une inflation et une manque de manœuvre parce que l'activité économique est boostée d'une certaine manière par non pas par la guerre, mais par les sanctions. Ce qui est paradoxal, mais en fait, du fait des sanctions, ils ont une économie qui est protégée et qui avant était pénétrée par les compagnies occidentales. Donc, la difficulté pour le président Trump, c'est que, comme souvent, il a beaucoup parlé, c'est un homme qui est très déclaratif, et il est également contraint
par deux éléments fondamentaux en politique intérieure des États-Unis, sa base électorale, MAGA, qui est plutôt pacifiste, et sur le plan idéologique, comme elle est très conservatrice, elle est plutôt proche des idées qui sont édictées par le président russe, donc par l'État russe, hein, une société conservatrice et traditionnelle, et puis une base représentative constituée par la Chambre des représentants et le Sénat, où là, on va retrouver des courants néoconservateurs chez les républicains qui poussent, bien sûr, à une poursuite de l'appui et de l'aide à l'Ukraine. Il est également gêné, le président Trump, par l'attitude des Européens qui se sont eux-mêmes cornérisés et qui se retrouvent coincés suite à leur engagement ultra affectif au profit de l'Ukraine. Qu'on ait un engagement stratégique, c'est un fait, mais qu'on ait un engagement ultra affectif, ça paraît un petit peu absurde dans un contexte de confrontation mondiale. Donc il y a cette difficulté-là pour le président Trump, et surtout, n'oublions pas qu'il y a une personne que l'on entendait et que l'on a vu prendre la parole lors de la réunion catastrophique en ce début d'année, lorsqu'il y a eu la visite du président ukrainien à Washington, c'est le vice-président américain qui se fait très très discret en ce moment, J.D. Vance, et dont on sait que lui, c'est un partisan fervent de l'arrêt de cette guerre, quel qu'en soit le prix. Donc il y a ces tensions-là au sein de l'appareil d'État états-unien, mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein. Quand on observe l'aide américaine telle qu'elle est poursuivie, c'est vraiment une aide à minima, hein, pour ne pas dire qu'ils abandonnent totalement l'aide à l'Ukraine. La volonté actuelle des Américains, c'est d'externaliser la fin de conflit. Donc il y a deux options, soit le conflit s'arrête, soit le conflit devient une espèce de conflit larvé, comme il a été pendant des années, entre 2014 et puis 2021, de manière à fixer d'une certaine manière la Russie et puis rendre cette ligne de front comparable à celle qu'elle a été pendant les années précédentes. Ça me paraît assez improbable, hein, qu'on aille vers ce type de stabilisation, puisque la Russie maintenant est engagée, ce qui n'était pas le cas entre 2014 et 2022, donc la Russie va chercher à avoir le résultat stratégique qu'elle tient à obtenir, hein, et puis ensuite aller vers une solution de paix, mais qui va être de plus en plus, à mon sens, défavorable à l'Ukraine, parce que les sanctions que prône le président des États-Unis, d'ailleurs il a reconnu dernièrement, il sait pertinemment qu'il y a peu de chances qu'elles aient un impact sur l'attitude et la posture russe. Donc on est vraiment sur des déclarations qui ont pour but d'une certaine manière, de rassurer la base néoconservatrice qui se trouve au Congrès, donc au Sénat et puis à la Chambre des représentants, avec cette épée de Damoclès de toute administration américaine, c'est les élections de mi-terme. Très intéressant. Et en plus, aujourd'hui, 1er août, c'est, je crois, le début des sanctions, pas des sanctions, mais des tarifs douaniers américains sur les Européens qui se met en place. Heureusement que ce sont nos alliés, sinon qu'est-ce que cela aurait été? Parce que ça ressemble quand même très fortement à un tribut antique. J'avais l'impression que la Ligue, Athènes dans la Ligue de Délos, qui va voir ses alliés et leur dire, ah, vraiment, il faut se protéger des Perses, alors vous allez me céder ceci et cela, et envoyer votre trésor au Parthénon. Non, mais le problème des relations entre les États-Unis et puis l'Europe, on va dire les pays, l'Union européenne et les États qui la constituent, le sujet, c'est notre faiblesse, hein, puisque là, on parle des droits de douane, mais on n'a jamais remis en question également l'extraterritorialité du droit américain. C'est quand même quelque chose qui est énorme d'accepter ça. Hein, et on ne l'a jamais remis en question. Donc à partir du moment où on a accepté cela, pourquoi on n'accepterait pas le reste? Il y a toujours également le conflit entre Israël et la Palestine, qui a des développements assez catastrophiques
à Gaza en termes de famine, comme en parlent les différentes agences de l'ONU et les ONG et les observateurs qui suivent ce conflit. Les combats se poursuivent à Gaza et la semaine dernière, on en a assez peu parlé en France, mais la Knesset a voté assez massivement. Il n'y a que 13 oppositions, 13 députés qui sont opposés, a voté ou bien tout simplement l'annexion de la Cisjordanie, c'est-à-dire toute cette bande de terre qui va aller en gros de Jérusalem au Jourdain. On n'est pas du tout dans la résolution pacifique du conflit, parce que là, ça serait Gaza au cube, puisque là-bas, il y a quelques 6 millions de Palestiniens. Et on a les gouvernements, à nouveau les ministres les plus durs de Netanyahou, qui eux proposent à nouveau qui parlent ouvertement d'épuisement de la population palestinienne pour qu'elle soit déportée ou qu'elle parte d'elle-même. Ouais. Alors, on va revenir à l'histoire de l'État hébreu depuis 1948. Depuis 1948, au plan stratégique, en fait, il y a 3 enjeux et 3 objectifs pour l'État hébreu. Un, c'est la profondeur stratégique, puisque c'est un État qui est tout petit, et cet objectif de profondeur stratégique, à plusieurs étapes de leur histoire, ils l'ont recherché à atteindre, notamment lorsqu'ils avaient occupé le Sinaï, et là, ils occupent le Golan, ils sont descendus des contreforts du Golan, donc ils sont pas très loin de Damas, ils sont environ je parle de l'armée israélienne, et ils ont annexé le Golan. Faire en Syrie. Oui. Eux, ils voient Damas, ils sont surplombent Damas. Donc, lorsque l'on tient le Golan, on surplombe Damas et surtout on surplombe le Liban Sud, cette fameuse zone où les milices du Hezbollah étaient présentes, étaient agissantes depuis des années. Donc ils ont maintenant cette profondeur stratégique. Ensuite, il y a un deuxième objectif, c'est la sécurité de la population israélienne. Donc là, ça correspond d'une certaine manière aux opérations qui sont conduites sur Gaza. Alors, on ne va pas détailler sur la manière dont c'est conduit avec des arguments moraux. Je fais que constater. D'ailleurs, c'est presque une guerre de vengeance, d'ailleurs, qui est réalisée sur Gaza, et avec ils ont eu un espoir au départ, c'est que la frontière égyptienne soit ouverte, et les Égyptiens n'ont pas voulu rentrer dans le jeu stratégique des Israéliens, malheureusement pour la population palestinienne, en fermant cette frontière pour éviter qu'il y ait cette population qui vienne en Égypte, et surtout cette population qu'elle soit infiltrée par des gens du Hamas qui sont des gens qui sont comparables, qui sont d'ailleurs affiliés aux frères musulmans, et ce sont donc une confrérie qui est pourchassée et combattue par l'État actuel en Égypte, et qui est à l'origine de différentes actions terroristes après avoir perdu le pouvoir en Égypte. Et ensuite, le continuum territorial. Alors, Jacques Sapir, sur des échanges que l'on peut avoir, m'a dit qu'ils avaient le continuum territorial depuis 48 et 67, d'une certaine manière. Alors, 67, c'est la conquête de la Cisjordanie, mais surtout depuis 48. Oui, mais le problème, c'est que la Cisjordanie, quand on regarde ce territoire-là, que les ultra-juifs appellent la Judée-Samarie, c'est un signe quand même, c'est une espèce de territoire qui rentre dans le territoire, entre guillemets, reconnu au plan international de l'État d'Israël. Donc au plan stratégique, c'est une fragilité. Et avec une population, comme tu l'as dit, de 6 millions d'habitants, qui est quand même assez importante, et avec un État palestinien, alors c'est l'État du Fatah, qui en fait est un État qui, à mon sens, est comparable à l'État de Vichy lorsque les Allemands occupaient la France. C'est un État qui est un État croupion, qui a perdu toute légitimité auprès de la population palestinienne. D'ailleurs pour cela que le Hamas est monté en puissance, et que le Hamas les a chassés de Gaza, après une forme d'affrontement violent d'ailleurs dans les années 2007 de mémoire entre le Fatah et puis
et puis le Hamas dans la zone de Gaza, et le Hamas qui également monte en puissance également en Cisjordanie, notamment dans les camps de réfugiés. Alors, ils l'ont annexé, donc c'est une décision de la Knesset, mais de facto, il y a 500 000 colons juifs qui sont en Cisjordanie. Ils ont créé des autoroutes et des liens avec notamment la partie reconnue internationalement de l'État d'Israël, qui permet à de nombreuses personnes, par exemple, qui travaillent à Tel Aviv, de vivre dans leur lotissement protégé par l'armée israélienne, de prendre la voiture et puis ensuite d'aller travailler dans leur entreprise à Tel Aviv. C'est un exemple que je cite. Et puis également, il y a 10 000 armes qui ont été distribuées aux colons surtout ultra, par le ministre israélien de la Sécurité intérieure, en début, juste après les événements du 7 octobre. Donc, de facto... Et là encore, hein, il y a 2-3 mois, ils ont refait une nouvelle loi qui facilite encore le port et l'usage d'armes pour les colons, avec une nouvelle distribution. Tu vois, donc j'étais pas au courant. Et... En fait, c'est quasiment une milice parallèle. Ouais, exactement. Bon, ça crée quand même... D'abord, c'est une milice parallèle, et ensuite, ça crée... de facto un risque politique quand même au plan interne en Israël, quoi qu'on en dise. Hein. Si jamais des décisions politiques étaient prises allant à l'encontre justement de l'implantation de ces colonies, hein, eh bien on irait très clairement vers une guerre civile presque inévitable. Alors c'est pour cela que si on en revient aux déclarations du président Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien, la solution à 2 États, on peut se poser 2 questions. Alors évidemment, la plupart des commentateurs qui ont une vision, on va dire, humaniste et puis morale de ce qui se passe en Palestine, ont salué cette décision-là. D'abord, cette décision, elle intervient après que le président Macron ait appelé à une coalition contre le Hamas internationale comparable à celle qui avait permis de lutter contre l'État islamique. Et quelques années plus tard, le président Macron... C'est la pensée complexe. Oui, c'est ça, oui. Et la pensée printemps, il n'y a pas accès. Quelques années plus tard, alors que l'État, on reconnaît un État palestinien, mais il faut rester quand même réaliste. Quel État palestinien ? Celui qui serait dirigé par le Hamas, c'est inacceptable pour les Israéliens. Celui qui serait dirigé par le Fatah, c'est comparable à l'État de Vichy vis-à-vis de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'État, de force politique actuellement qui soit capable de défendre une solution à 2 États, je dis bien de force politique palestinienne. Et puis, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe, parce que moi, j'ai passé une petite semaine à Tel Aviv il y a 2 ans, donc je connaissais pas du tout la société israélienne. Alors, je suis pas allé à Jérusalem, mais c'est quand même intéressant de voir cette espèce de ville multiculturelle où il y a la ville de Jaffa qui est totalement arabe, quasiment, qui jouxte Tel Aviv, et ensuite Tel Aviv avec cette espèce de rôle social de chaque communauté, puisque c'est un melting pot, la société israélienne, avec les différentes origines de population, puisqu'il y a également 1 million de Russes, de russophones qui se trouvent dans la société israélienne. Eh bien, ces 1,5 million d'Arabes israéliens, en fait, ils sont souvent, ce sont les commerçants, ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, ils sont très silencieux par rapport à ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est par prudence ? Ça peut se concevoir, mais ça peut également, sur le plan politique, au sein de la Knesset, même les députés arabes sont très discrets par rapport à tout ce qui se passe. Donc je pense que la situation en Palestine et en Israël est très compliquée et beaucoup moins schématique que la manière dont on nous la présente, et que si cette solution en 2 États, évidemment, est l'idéal au plan politique et serait la plus recevable vis-à-vis des aspirations du peuple palestinien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est réalisable en l'état,
La réponse, malheureusement, c'est non. Est-ce qu'elle pourrait être réalisable dans le futur et dans quelles conditions? Et on voit que ces conditions-là obligeraient à l'évacuation des colonies qui se trouvent actuellement en Cisjordanie. Alors je ne dis pas que c'est acceptable ou pas, je parle simplement de ce fait-là. Et que maintenant que ces colons... Et donc la guerre civile dont tu parlais. Exactement, exactement. Ils n'accepteront pas. Bien sûr. Donc même si le gouvernement Netanyahou était conduit à être renversé, puisqu'il a quand même une majorité qui est très très faible de mémoire, de 4 députés au sein de la Knesset, au sein de sa coalition d'ailleurs qui tient grâce au parti d'extrême droite. Et bien, je ne pense pas que ce gouvernement pourrait sans doute geler la colonisation, alors que là, en ce moment, elle est loin d'être gelée, au contraire, elle est plutôt favorisée, mais il n'y aurait pas de démantèlement des colonies. Le dernier démantèlement de colonies qui a eu lieu, c'est à Gaza. Et à Gaza, c'était Ariel Sharon qui avait pris la décision de mémoire en 2005, et ils avaient pu le faire parce que d'abord il y avait très très peu de colonies et que j'ai parlé, j'ai des copains juifs et souvent ils me disent Gaza, ils me disent c'est la terre des Philistins. C'est que pour eux Gaza c'est pas une terre juive au sens historique, puisque bon que les juifs soient citoyens israéliens proches du Likoud, proches des extrémistes ou on va dire des libéraux, ils ont quand même cette notion de référence historique et souvent ils disent bah oui, Gaza ça n'a jamais été une terre israélienne en fait, pour eux c'est la terre des Philistins. Donc lorsque Ariel Sharon a pu conduire cette évacuation, c'est parce que sur le plan symbolique et historique pour la grande majorité des Israéliens et des Juifs, ce n'était pas une terre biblique entre guillemets. Par contre, la Cisjordanie, on est vraiment sur un élément de territoire qui historiquement en fait était qui s'appelle la Judée-Samarie. Donc on voit toute la complexité de ce qui se passe là. Et moi je veux dire quelque chose de terrible, c'est que le drame de Gaza, c'est un chiffon rouge que les Israéliens d'une certaine manière agitent, parce que leur objectif stratégique, les Israéliens, je l'ai dit, c'est bien sûr la profondeur stratégique. Maintenant, ce but est atteint dans le Golan, par la prise du Golan et même les contreforts du Golan, et ensuite le continuum territorial, au sens d'un territoire cohérent. Eh bien, le vrai enjeu, il est là, il est en Cisjordanie. Alors ça pose d'énormes questions quand même, puisqu'il y a quand même 6 millions de Palestiniens, de voir comment, si jamais cette annexion ne sera pas reconnue par la communauté internationale, mais les États-Unis vont très probablement la reconnaître à terme, cette annexion, puisqu'ils avaient déjà reconnu l'annexion de Jérusalem. Donc je suis très très perplexe. Alors est-ce qu'à terme, si jamais cette annexion se poursuit, la difficulté sera la cohabitation entre les populations palestiniennes et les colons. Alors il y a différents types de colons. Il y a les colons qui sont agressifs, qui sont sous les extrémistes religieux, puis après il y a les gens dont je parlais qui vivent dans des lotissements et qui vont travailler à Tel Aviv. C'est pas du tout les mêmes, parce que à Tel Aviv, l'habitat est tellement cher que lorsqu'ils ont créé ces espèces de lotissements en Cisjordanie, ça a créé un appel d'air énorme pour justement... c'est devenu une sorte de banlieue, en fait, d'une certaine manière, de Tel Aviv, certaines des implantations de Cisjordanie. Voilà. Donc une solution très très complexe. Alors, à la rentrée, à la conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Macron va prendre la parole sur le sujet de la reconnaissance de l'État palestinien, mais il restera les conditions après de cette reconnaissance, puisqu'il est évident qu'un État palestinien dirigé par le Hamas, les Israéliens ne l'accepteront jamais. Et je ne sais pas dans quelle mesure certains des États qui sont favorables à cette déclaration du président Macron seraient également favorables à cette option-là. Donc le vrai sujet, c'est s'il y a un État palestinien, c'est quelle est
Alors, au-delà de l'aspect territorial, hein, quel est son fondement, et sa légitimité politique pour le peuple palestinien, sachant que s'il y avait des élections en ce moment à Gaza ou en Palestine, quoi qu'on en dise, je crois que le Hamas arriverait très très bien placé. En Cisjordanie, je veux dire. Tu as entièrement raison sur cette analyse. J'ajouterais le fait que ce que m'a dit un politologue israélien, il m'a dit la situation plutôt proche des travaillistes, donc de la gauche israélienne, il m'a dit très désespéré. La situation démographique au sein de la société israélienne participe du fait qu'il n'y aura jamais de paix, parce que les ultra-orthodoxes, les ultra-conservateurs font énormément d'enfants, 5, 6, 7, 8, 9, 12 par couple, là où les progressistes, entre guillemets, les gens plus de gauche, en font un quand ils en font, ou n'en font pas. Et donc déjà aujourd'hui, il dit la prochaine élection va être très compliquée, mais dans 5 ans, dans 10 ans, c'est totalement injouable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les forces politiques en Israël pour mener une politique de pacification. C'est la ligne Netanyahou de non, qu'il n'y ait jamais 2 États, qu'il a remporté en fait dans la société palestinienne. C'est très juste ce que tu dis, et c'est tout le paradoxe de cet État sioniste, hein, qui a été créé par des juifs qui étaient des socialistes, hein, le kibbutz, hein, c'est le kolkhoz, hein, d'une certaine manière, hein, et qui était complètement laïque et pas du tout religieux, et qui est en train de devenir un État quasiment théologique, hein, une théocratie. C'est une forme de théocratie à terme qui deviendrait une théocratie. Donc c'est vraiment un paradoxe de l'histoire de voir l'évolution de cet État. Alors, c'est assez peu probable. Par contre, ce qui est probable, c'est que, comme en plus la Knesset l'a voté, alors c'est un vote non, c'est amusant le terme, non contraignant. Ils ne contraignent pas Netanyahou et son gouvernement à envahir la Cisjordanie. Bon, tout ça est très amusant, mais c'est quand même un vote en ce sens-là. Vu ce qui s'est passé en Syrie, vu l'offensive au Golan, vu les récents bombardements de Damas, vu la guerre au Liban qui continue, hein, d'ailleurs au sud du Liban, il y a des bombardements là, hier, avant-hier, enfin ça continue, Gaza continue. Ayant le soutien en plus américain, parce que les Américains sont clairement pour un dégagement des populations palestiniennes de Gaza, et ça a été dit ouvertement, et nombreux sont ceux déjà au Congrès et au Sénat américain qui se sont prononcés pour la conquête de la Cisjordanie par Israël, ils sont pour. Ou alors fermeraient les yeux, comme tu l'as dit, bon... Est-ce que alors, donc l'option, tu l'as analysée, 2 États, c'est très compliqué pour toutes les raisons que tu as évoquées, mais est-ce qu'on n'est pas devant le prochain conflit où on aurait, et comment tu le verrais toi, une offensive de l'armée israélienne d'une manière ou d'une autre, soutenue par les États-Unis pour réaliser cette conquête de la Cisjordanie, de ce que eux appellent la Judée-Samarie? Je ne pense pas qu'il va y avoir une offensive israélienne en Cisjordanie. La conquête va se faire de manière, entre guillemets, larvée, un petit peu comme des métastases avec les implantations des colons, et avec l'appui des forces de sécurité israéliennes qui, en fait, font que toutes les exactions des colons, la plupart des exactions ne sont pas punies ou sanctionnées, hein, et qu'il n'y a pas vraiment de... Et c'est là où on voit que, comme je te disais, les forces de sécurité palestiniennes qui relèvent du Fatah agissent comme une milice. La milice française, pendant l'occupation en France durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un gouvernement de collaborationnistes, hein, et qui est corrompu, qui est certainement corrompu également par les Israéliens, et donc une non-reconnaissance. Je pense que la plupart des citoyens palestiniens sont prêts à vivre dans la paix, hein, même avec les Israéliens, mais ce qu'il faudrait, c'est que les colons israéliens, notamment, quand je parle des colons israéliens, je parle des ultra-orthodoxes et des extrémistes, soient vraiment contenus et puis
remis au pas par les forces de sécurité israéliennes. Hein, et ça pourrait peut-être arriver avec un gouvernement, tu viens d'en parler, travailliste, avec un retour des travaillistes, qui aurait pas du tout... Parce que là, avec le gouvernement actuel de Netanyahou et avec les extrémistes qui font partie de ce gouvernement-là, c'est un petit peu la carte blanche pour ces gens-là. La première des choses, ça serait de récupérer les armes, bien sûr, avant toute chose. Ça promet. J'ai vu que tu as liké mon petit statut sur Jean Jaurès, qui a été assassiné la veille, il y a 111 ans, 31 juillet, par Raoul Villain, parce qu'il voulait la paix. Il essayait de toutes ses forces, jusqu'au dernier moment, n'y croyant pas réellement à la fin lui-même, mais d'éviter le conflit. Est-ce que, alors j'ai fait un parallèle avec aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est dans une situation où ça pourrait déraper, comme ça a dérapé en 14, déjà dans un troisième suicide européen, avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ou alors c'est impossible en raison des armes nucléaires et que s'il y avait un conflit, il serait, comme tu as dit tout à l'heure pour Kaliningrad, bon, ce serait fini pour tout le monde de manière rapide et très très chaude. Non, je pense que, alors, contrairement à ce qui se passait à la veille du premier conflit mondial, alors évidemment, il y a les chaînes d'information et l'information mainstream, qui est en fait, c'est pas de l'information, c'est de la communication qui reprennent globalement les éléments de langage et le narratif des pouvoirs en place en Occident, mais il y a énormément quand même de courants, de canaux alternatifs maintenant qui arrivent, quoi qu'on en dise, à porter une approche qui est différente quand même de ce qui se dit, hein, pour différentes raisons, hein, par critique politique interne en France, par vision géopolitique un petit peu plus complexe par rapport à ce qui est présenté. Et surtout, on en revient à ce que tu as dit, c'est que le fait nucléaire n'existait pas quand même en 1914. Hein. Le fait nucléaire, c'est quand même un élément qui est fondamental dans toutes les tensions qu'il y a en Europe occidentale. Et les États-Unis ne risqueront jamais une escalade nucléaire, directe ou indirecte, avec la Russie. Merci Hervé pour tes analyses et ton éclairage sur les conflits actuels. J'espère qu'on pourra te revoir avant que tu partes aux États-Unis. Si tu as un moment, ça sera avec un grand plaisir au courant du mois d'août pour maintenir le lien avec nos auditeurs qui sont très contents en fait. Hein. On nous a dit mais ne disparaissez pas complètement durant l'été. Donc, voilà, on ne disparaît pas. Et d'ailleurs, à la rentrée, il y aura beaucoup de nouvelles choses car Fréquence Populaire va se développer. D'ailleurs, regardez, là, vous ne le voyez pas parce que j'ai réglé la caméra comme ça, mais si on descend, voilà, vous avez le t-shirt qu'avant seul Pedro avait. Eh bien, il y aura un t-shirt que Fréquence Populaire avec des citations que vous pourrez choisir, qui sera proposé puisqu'on nous l'a demandé. Mais surtout, alors on va avoir de nouvelles émissions et bien toujours ces analyses. Tu as raison Hervé, il y a un écosystème de réinformation, d'information tout court, hein, parce que sur les BRICS, je crois qu'on est à peu près les seuls, il n'y a pas grand monde qui en parle. Il y a une omerta étonnante de nos médias. Donc voilà, on va continuer. Merci Hervé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire découvrir ça à vos proches, à vos familles, à vos amis. Et je vous dis tous à très bientôt. Encore une fois, merci beaucoup Hervé. Merci à tous. Au revoir.